Vous êtes sur Radio Camping, le podcast fait par et pour des acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'infos et d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Bonjour Olivier Gautron. Bonjour Johan. Merci. Ça va, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode de podcast et chaîne YouTube. Écoute, c'est un plaisir et je te remercie de m'avoir invité parce que je pense qu'on a plein de choses en commun, on a plein de choses à se dire. Exactement, moi je me rappelle toujours de cette... du jour où on s'est rencontrés, donc on s'est rencontrés, oui. Je crois, il y a 8 ans. Un très bel endroit, dans un très bel endroit. Ouais. C'était pas mal, hein. Ils nous avaient mis à l'écart, à la Pointe aux Canonniers, à Cancun, pour le congrès. C'était encore le congrès à l'époque de la FNHPA. Et je me rappelle, on s'était retrouvés au bar pour discuter. Et je crois que tu avais quelques besoins pour tes clients et toujours dans cette quête de perfectionnement et de trouver des entreprises et du conseil stratégique pour tes clients parce que c'est quand même ta marque de fabrique. Mais le mieux, c'est que tu te présentes et que tu nous expliques un peu ce que tu as comme concept et vision du camping. Ok, écoute, donc moi je m'appelle Olivier Gautron, donc je suis expert comptable, associé du cabinet BDO. J'ai 52 ans, ça fait quasiment presque 30 ans que j'accompagne des terrains de camping. Pourquoi? Parce que je suis positionné au Sable d'Olonne et t'es pas sans savoir que la Vendée est le premier département en nombre de terrains de camping et en nombre d'emplacements. Donc dès que j'ai commencé ma carrière, j'étais confronté à l'accompagnement de gestionnaires de terrains de camping. Et très vite, avec Bruno Ravard, mon associé, on a identifié, entre guillemets, un besoin, ou tout du moins, une vision qui nous faisait penser que l'hôtellerie plein air allait se développer et allait vraiment se professionnaliser. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, waouh, on se rend compte que dans les intervenants chez les terrains de camping, il n'y avait pas de spécialistes. Il n'y avait personne qui, à un moment ou à un autre, était capable de rentrer un peu dans le cœur du métier et de se dire pourquoi ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'à un moment ou à un autre, une activité d'un gestionnaire de terrain de camping se développe. Et donc, il n'y avait personne. Donc là, on a réfléchi avec Bruno et on s'est dit, et tout ça, c'était dans les années, début des années 2000. D'accord, et on s'est dit, il y a sûrement une place à prendre aujourd'hui et quelque chose à faire par rapport à ça. Et on était confronté aussi à un autre problème, c'est qu'à l'époque, les terrains de camping se vendaient. D'accord, ça se vendait bien aussi. On était déjà dans une période où les campings se vendaient bien, mais personne n'était capable de dire combien valait un terrain de camping. Et quand il y avait quelqu'un qui voulait l'acheter et qui voulait comprendre comment avait été déterminée la valeur d'un terrain de camping, mais personne n'était capable de le dire. Donc, au travers de ces deux éléments, on a décidé avec Bruno de se dire, on va se poser et on va essayer de comprendre comment fonctionne ce secteur. Et donc, c'est là qu'on a rencontré, parce qu'on n'est pas parti la fleur au fusil comme ça, hein. On a commencé à rencontrer des personnes un peu influentes dans le milieu d'hôtellerie plein air. Alors c'est vrai qu'en Vendée, on avait la chance d'avoir un syndicat qui est fort, hein, qui est bien présent. Donc on a rencontré le président du syndicat de la Fédération vendéenne de l'hôtellerie plein air. On a rencontré des gens, des banquiers, des gens de la CCI, et on a essayé de leur expliquer ce qu'on voulait faire. Et tout de suite, les gens ont dit ouais, allez-y, c'est super ce que vous avez envie de faire. Toc. Et suite à ça, si tu veux, et à l'époque on s'appelait pas BDO, à l'époque on s'appelait Fidea. Notre cabinet s'appelait Fidea. C'est un cabinet local, c'est-à-dire c'était. Alors on était un cabinet régional. Était un cabinet régional, alors plutôt un très beau cabinet régional, hein, parce qu'on était le 5e ou le 6e cabinet régional en Pays de Loire. D'accord. On était à peu près 400 personnes avec 30 associés. D'accord. Oui, c'était quand même. C'était quand même. C'était pas que votre antenne qui a été rachetée, sur lequel vous avez fusionné avec BDO. C'était BDO national qui s'appelait. Du coup, le nom m'échappe. Non. Alors non, c'était Fidea. Nous, on était Fidea. Et à l'époque, si tu veux, c'était en 2011.
En 2011, tu sais, c'est comme les terrains de camping, hein. On est aussi des chefs d'entreprise et on doit réfléchir un peu sur notre stratégie de développement, parce qu'on est un cabinet, oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais on est un cabinet au démarrage, on est un cabinet d'expertise comptable, de commissariat aux comptes et de conseil. D'accord? D'accord, ouais, Le bien sûr. cœur de notre métier, c'est ça. Hmm. D'accord? La partie hôtel et plein air, je viendrai peut-être après, mais c'est une petite partie de l'ensemble du cabinet BDO. Parce D'accord. qu'aujourd'hui, BDO national, c'est à peu près, allez, on est 1500 personnes à peu près aujourd'hui, positionnées sur l'ensemble du territoire français. Hmm. Et on D'accord. est à peu près 120 associés. Et on fait de l'ordre de, je ne veux pas dire de bêtises, mais aujourd'hui on doit être à 170 millions d'euros de chiffre d'affaires sur D'accord. l'ensemble Ah du oui. groupe BDO. Et en 2011, nous on s'appelait Fidea, et comme on cherchait comment dire, un positionnement un petit peu fort sur notre métier, ben, on a eu l'opportunité de fusionner avec BDO à Paris, qui était un cabinet de notre D'accord. taille. D'accord. Ok. Donc voilà en gros l'évolution, ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, BDO est un très très gros cabinet, et d'un point de vue national et aussi d'un point de vue international, parce qu'on est le 5e réseau d'audit au monde. D'accord. D'accord. Et Ok. Fidea, Donc Fidea, c'était toi, Bruno Ravard et d'autres associés aussi, ou c'était que vous c'est deux? ça, on était une vingtaine Ah d'associés oui, à d'accord, ouais. l'époque. D'accord. Ok. On était une vingtaine d'associés, et voilà, on a décidé donc de fusionner avec BDO. Donc on a D'accord. pris le nom de BDO et on en est très très content parce que c'est vraiment une très très belle boîte. En plus, juste pour indiquer la chose, hein, moi j'en suis très fier parce que depuis le 1er janvier 2022, on est le premier cabinet entreprise à mission. Et Ah oui. pour nous, c'est très très important parce qu'aujourd'hui, ça nous a permis de mettre en avant des engagements qui sont forts pour nous, comme la promotion des talents, comme l'idée de réduire aussi notre impact sur l'environnement, aider à dynamiser l'emploi et l'insertion, par exemple, ou contribuer à l'épanouissement de nos collaborateurs, et s'engager aussi à promouvoir des pratiques responsables chez nos clients. Et là, pour faire Ouais. le lien avec l'hôtel et le plein air, ben, ça va pleinement dans l'hôtel et le plein air, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire pour les gestionnaires. Alors, ce n'est Hmm. pas l'objet de notre entretien, mais il y a un vrai travail quand même à faire aussi sur des politiques RSE, sur des Ouais. politiques environnementales, sur ce genre de choses. Et donc, véritablement, le fait qu'on soit entreprise à mission, ben, ça nous booste aussi un petit peu pour avoir un positionnement un peu différenciant avec nos clients. Ouais, Donc, en bien gros, sûr. voilà. Vous montrez l'exemple, vous montrez l'exemple auprès de vos clients et ça les inspire. Et c'est vrai que Exactement. je pense que c'est lié parce que moi je suis un fervent défenseur. En tout cas, je suis réellement convaincu que le fait d'être vertueux et d'être à mission et notamment RSE permet de solutionner pas mal de problèmes, notamment, on va en parler après, de tout ce qui est RH, Bien sûr, recrutement aussi de nouveaux clients. Voilà, donc vous bien sûr, vous êtes là-dedans et vous montrez l'exemple là-dessus. En tout cas, c'est votre positionnement auprès de BDO. exactement. Donc ça, c'est la partie générale de BDO. Et comme je te D'accord. disais tout à l'heure, donc avec Bruno, donc nous, on est positionné au Sable d'Olonne, hein, notre implantation est au Sable d'Olonne. Ben, comme on avait décidé, donc je te dis début des années 2000, à booster ça, ben, on a profité en 2005, puisqu'il y a eu une petite restructuration du bureau au Sable d'Olonne, où avec D'accord. Bruno, on est reparti un petit peu à zéro, parce qu'on a recréé un petit peu notre bureau des Sables d'Olonne. Et on D'accord. a profité de cette vision de développement de l'hôtel et de plein air pour appuyer notre développement sur l'hôtel et de plein air. Et c'est à ce moment-là, si tu veux, c'est en 2005. À l'époque, j'étais pas encore expert comptable, hein. J'étais expert comptable stagiaire. Et tu D'accord. sais, pour devenir expert comptable, tu es obligé de déposer un mémoire. Enfin, il y a pas mal d'épreuves. Hmm. Et ben, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit, ben, je vais faire mon mémoire d'expertise comptable sur. Alors, le sujet de mon mémoire, c'était l'accompagnement à la reprise et l'évaluation d'un terrain de camping. D'accord. Donc, ça m'a permis à l'époque, en 2005, j'ai dû passer à peu près 8000 heures de travail personnel pour étudier un peu le secteur de l'hôtel et plein air. D'accord. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé avec Bruno tous nos outils qu'on utilise encore, hein, comme on D'accord. en parlera tout à l'heure, l'observatoire sur les chiffres d'affaires moyens ou les REVPAR par emplacement. C'est à ce moment-là que j'ai créé un logiciel d'évaluation de terrain de camping pour répondre
quand je disais tout à l'heure où les gens ne savaient pas comment se calculait le prix d'un terrain de camping, ben moi j'ai créé un logiciel d'évaluation de terrain de camping que j'utilise très fréquemment encore aujourd'hui. D'accord. Et de fil en aiguille, ben, on a développé un peu notre secteur, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est une partie prépondérante de mon activité. Alors je ne fais pas que ça. Hein, je n'ai pas aujourd'hui Que que les le campings. camping D'accord. en termes d'activité, mais c'est vrai que ça représente à peu près 70 ou 75% de mon temps. Donc autant dire que c'est quand même la grosse majorité de mon activité, mais j'ai des entreprises d'autres secteurs que j'accompagne, et c'est important, parce que c'est important de ne pas forcément être focalisé et d'être monométier, parce qu'on peut apprendre Ouais. d'autres secteurs et apporter des conseils au terrain de camping de par la visualisation qu'on peut avoir d'actions qui sont menées ailleurs. Donc c'est important pour nous, et d'ailleurs pour le bureau, parce qu'aujourd'hui on est 40 personnes, pour t'expliquer un petit peu Ouais. comment on est organisé au niveau du bureau. Donc on a deux associés, donc Bruno et moi, et D'accord. après on a une équipe à peu près d'une quarantaine de personnes au D'accord. bureau, avec 6 chefs de mission et des Ok. collaborateurs. D'accord? D'accord. Et notre principe dans l'organisation, c'est que chaque collaborateur et chaque chef de mission ne fassent pas que de l'hôtellerie de plein air. D'accord. D'accord? Alors, ils ont tous une part très très significative, parce que le secteur de l'hôtellerie de plein air représente quand même 60-65% de notre chiffre d'affaires Hmm. aujourd'hui sur le cabinet. Mais D'accord. on souhaite que l'ensemble de nos collaborateurs aient de l'hôtellerie de plein air, bien sûr, mais un peu d'autres activités à côté, pour justement avoir une ouverture d'esprit Hmm. et ne pas être sclérosé, entre guillemets, par cette activité-là. Oui, et puis le problème aussi, c'est l'aspect saisonnier, avec forcément pour vous un goulet d'étranglement. On a aussi cette Bien problématique sûr, ici tout, au sein de tout Geek à fait. Clinic. C'est vrai que vous, parce que les bilans, ils sont tous au 31 septembre. Comment ça se passe? Donc du coup, forcément, des clôtures sur la même période et des accompagnements et des rendez-vous Ouais. post-bilan sur la même période qui en plus en pleine période salon. Donc je sais que Tout se là, cumule. je t'ai Tout se pris, cumule. ouais, voilà, je t'ai pris début septembre parce Alors, que je savais qu'après ça allait se remplir ton planning. Mais alors ouais, voilà, vous avez. heureusement, Dis-moi, ouais. dis-moi. Heureusement, j'ai des très belles équipes, hein, avec des chefs de mission et des collaborateurs qui sont très bons et qui me secondent, hein, et qui secondent Bono de façon très efficace. Alors Hmm, c'est vrai, aujourd'hui, les dates de clôture principales de l'hôtel plein air, c'est pas que 30 septembre. d'accord. Euh, on étale, les clôtures peuvent être étalées en fonction des intérêts des campings, parce qu'il y a des campings qui ferment en octobre, tu as des campings qui sont à l'année, d'accord? Mais la grosse majorité, c'est vrai, des dates de clôture dans l'hôtel plein air, elles s'étalent entre le 30 septembre et le 31 décembre, avec D'accord. beaucoup quand même qui clôturent au 30 septembre, au 31 octobre et au 30 novembre. D'accord. C'est les 3 mois. Donc c'est vrai que pour nous, en termes d'établissement des comptes annuels, Hmm, c'est une très très grosse période pour nous jusqu'au mois de février. C'est vrai qu'on a un travail très important. Mais derrière, notre façon de travailler fait que derrière, on essaie d'être présent tout au long de l'année, hein. Donc on fait pas tout. ouais, bien sûr. Sur le quatrième trimestre, parce que mon leitmotiv à la date d'aujourd'hui et le message que je fais passer à toutes nos équipes, c'est il faut être présent à côté de Hmm, nos clients. On va dire, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de leur dire ben, on s'appellera une fois par an et on verra ce que donnent les comptes et voilà, on en tirera les conclusions. Non, ouais, bien je sûr. pense qu'on en reparlera tout au long de notre entretien, mais il faut être présent tout au long de l'année et qu'on soit disponible. D'accord? Parce que, alors c'est vrai que cette période-là, du quatrième trimestre, est importante Hmm, pour les gestionnaires parce que, un, ils viennent de finir la saison, et deux, c'est aussi la période où ils décident de leur investissement, d'accord, pour la hmm. saison à venir. Donc c'est vrai que c'est une période où il y a beaucoup, beaucoup de demandes, mais il y a aussi beaucoup de demandes le reste de l'année pour que, en lien par exemple avec toi ou avec d'autres intervenants sur le secteur de l'hôtellerie de plein air, ben, on a besoin de sentir comment évoluent les résas, Hmm. un petit peu quelles sont la demande des clients, en RH, comment se passent les recrutements. Donc tout au long de l'année, on a besoin d'être présent, ce qui fait qu'on ne fait pas tout que sur le quatrième trimestre, bien évidemment. Oui, parce que en fait, ta grosse spécificité, c'est le fait que bon, tu fais de la comptabilité, donc tu contrôles les entrées d'argent vs les charges, qu'il faut que tu pilotes au fur et à mesure de l'année pour pas être Hmm. pour pas être sur
guérir, enfin en tout cas constater la performance ou non en fin d'année et donc du coup pouvoir intervenir au fur et à mesure pour faire des plans correctifs et pouvoir piloter l'année au fur et à mesure. Donc je pense que c'est là-dessus que tu interviens. Et c'est vrai que ta grosse spécificité, c'est le fait que tu es, au-delà d'être un expert comptable, tu es un expert comptable spécialisé qui a une connaissance énorme du marché et sur lequel tu as du réel conseil stratégique. Limite, moi j'habite à Hendaye et en Espagne, ils voient le comptable complètement différent. Ils appellent ça les gestoria. C'est vraiment le bras droit du gestionnaire d'entreprise. En tout cas, en termes de conseil stratégique, c'est vrai que tu vas assez loin parce que du coup, tu n'hésites pas à bousculer des fois même un peu les gestionnaires de camping en disant voilà, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et parce que tu as un peu de recul sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est bien ça ton approche du métier. Oui, et pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, tu l'ignores pas, hein, bien évidemment, on est sur des activités ultra saisonnières. Donc si à un moment ou un autre, on ne fait que constater, à un moment de l'année, sans se poser des questions tout le reste de l'année, on ne fait que constater et on ne peut gérer, on peut pas mettre en place des actions pour essayer de rétablir une situation qui pourrait être mal engagée. On rate la saison, si je le constate au mois d'octobre, c'est mort, hein, on peut plus rien faire. Donc derrière, ce côté très, très saisonnier de l'activité nous oblige et m'oblige aujourd'hui, et tous mes chefs de mission et tous nos collaborateurs, c'est la même chose, à accompagner le gestionnaire pour justement avoir des indicateurs tout au long de l'année qui va nous faire penser qu'à un moment ou à un autre, la saison elle va bien se passer ou elle va pas bien se passer. Et s'il y a un risque qu'elle se passe mal, vaut mieux anticiper des actions en amont pour essayer de limiter la casse, d'accord? Et si elle se passe très bien, dans l'autre sens, de se dire, est-ce qu'on n'a pas des actions à mettre en place pour essayer d'anticiper après le futur, parce que ça fonctionne bien. Donc ça veut dire que dans la stratégie de développement ou des choses comme ça, on peut peut-être aller plus vite que ce qu'on avait envisagé initialement. Donc il faut être proche. Ça, c'est sûr. Et il faut être proche toute l'année. Et nous, c'est pour ça qu'avec tous nos clients, par exemple, aujourd'hui, tout au long de l'année, ils ont un suivi de leurs charges pour savoir des tableaux de bord, pour savoir un petit peu comment ça évolue dans leurs dépenses, bien évidemment, hein, pour voir par rapport à des budgets, parce que nous, on travaille beaucoup avec des budgets et des prévisions qu'on refait tous les ans sur des prévisions sur 5 à 7 ans. D'accord. Parce que le travail dans l'hôtellerie de plein air, c'est du travail à long terme. On en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera d'intérêt capitalistique ou sur l'investissement. C'est une activité où on travaille sur du long terme. D'accord. Donc, il faut vraiment avoir une vision sur du moyen long terme pour adapter sa stratégie en fonction de ses capacités d'investissement. On ne peut pas travailler en sentant comme ça et en se disant je pense que l'année prochaine ça va être bon, je vais rajouter 10 mobil-homes. Oui, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il faut vraiment, vraiment prendre un peu de recul. D'accord. Et donc, par rapport à ton métier, donc, tu as l'aspect expertise comptable, conseil stratégique, donc c'est vrai, voilà, c'est ce qu'on a évoqué. Et après, tu as d'autres missions pour finir sur ton spectre d'action? Oui, alors, si tu veux, mon temps d'intervention, souvent je dis, j'ai quatre niveaux d'intervention. Donc, j'ai ce premier niveau qui est l'accompagnement de mes clients pour faire les bilans, même si pour moi c'est pas le plus important de faire les bilans, hein, c'est vraiment l'aspect conseil. Donc je les accompagne, je fais les bilans et le conseil avec eux. J'ai une deuxième partie qui est des interventions de conseil, mais alors qui est plutôt destinée aux gros groupes, parce que j'interviens pour beaucoup d'entre eux, d'accord. Aujourd'hui, alors je parle des gros groupes qui possèdent plusieurs dizaines de campings sur le territoire, où là, je fais des missions d'évaluation ou d'accompagnement de ce qu'on appelle des audits d'acquisition quand ils achètent des cibles. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième grosse partie de mon activité. Donc ça, c'est purement du conseil. Ok. Par exemple, pour te donner un ordre d'idée, je m'occupe de faire les évaluations de certains groupes quand ils en ont besoin, quand ils se font refinancer par des capital risques, par exemple. Tu vois, c'est moi qui j'ai 2 grosses missions que je fais pour des groupes comme ça. Ensuite, ma troisième niveau d'intervention, c'est de la formation. Je crois qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. D'accord. Ouais, tout à fait. Où j'ai mis en place des formations pour des primo-accédants, et j'interviens aussi à une formation qui est
qui est promulguée à la CCI de la Vendée, qui est une formation diplômante équivalent Bac+3. D'accord. Alors malheureusement, ça fait 2 ans qu'avec le Covid, elle n'a pas pu avoir lieu, mais je pense elle va repartir, enfin je l'espère. Et ma quatrième partie, quand il me reste un petit peu de temps, j'écris quelques articles sur l'OT, d'accord, pour essayer de donner mon ressenti sur des points particuliers. Et là, par exemple, on a toute une série qui est lancée depuis juste avant l'été sur justement comment on arrive à bien vendre son terrain de camping. Et tu fais aussi des podcasts quand tu as un petit peu de temps à me consacrer. Et c'est toujours avec plaisir. Ça marche. Et justement, par rapport au point marché, je te solliciterai aussi probablement sur la période de commercialisation de janvier à juin de l'année prochaine, parce que une fois par mois, nous, je t'en parlais auparavant, et tu le sais, on a fait des outils qui permettent d'avoir du recul sur le trafic moyen d'un panel de 300 campings, sur lequel on arrive ça va être un outil extraordinaire. Je pense que les clients ont vraiment, vraiment, vraiment besoin de ça. Les gestionnaires ont vraiment besoin. Il y a un besoin de formation sur ces éléments-là. Et donc, bravo. Bravo. Voilà, justement, on fera un podcast, je pense, dédié à ça. Et je me suis, pour rien te cacher, un peu inspiré de toi qui a justement sorti des statistiques globales un peu, avec des panels qui sont assez représentatifs. Donc nous, là, avec 300 terrains de camping, de petits, grands structures, on arrive à voir le taux de rebond moyen, le temps moyen sur un site internet, le trafic par emplacement, parce que forcément un trafic d'un petit site vs un gros camping, ça n'a rien à voir. Donc vraiment, et selon les différentes périodes de l'année, et selon les différentes périodes aussi Covid ou pas Covid, selon on va remonter à plusieurs années, donc on peut avoir ce recul là. Et donc aidé de cet outil que l'on aura, sur lequel on pourra faire des statistiques mensuelles, je reviendrai sur des intervenants qui ont une vision comme ça, soit comptable, soit revenu management, soit passerelle de réservation, parce que on a tous nos KPI, hein, nos chiffres clés d'analyse de la commercialisation. Donc je pense qu'on fera des points marché une fois par mois, où sûrement je te solliciterai pour que tu nous dises toi ton ressenti d'un point de vue comptable, vu que je sais que tu suis presque au jour le jour la commercialisation de tes clients. Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, du coup, juste, j'enchaîne sur le fait, voilà, c'est vrai que c'est ça qui m'avait marqué, et j'en entendais beaucoup parler auparavant, le ref par, le revenu par, emplacement par type d'hébergement. Et c'est vrai que j'ai quelques questions à te poser, parce que du coup, j'avais après à Cancun mis un visage sur ces chiffres et sur ces statistiques qui étaient largement réutilisées dans l'hôtellerie de plein air. Donc tu m'as dit que c'était des outils que tu avais développés dans le cadre de ton mémoire. Donc aujourd'hui, les principaux chiffres que tu peux nous donner liés à ces revenus par, quels sont-ils? Pas de souci. Alors je vais t'en parler, mais avant, je vais peut-être introduire la chose en disant quoi? En disant, on est tous les deux des chefs d'entreprise. Hein. Johan, tu es aussi chef d'entreprise. À un moment ou un autre, pour se développer, faut réussir à se comparer. Parce que derrière, si tu n'arrives pas à savoir si tu es bon ou tu n'es pas bon, à un moment ou un autre, c'est un peu plus compliqué de savoir ce qu'il faut faire pour atteindre un niveau qui soit cohérent. Parce que c'est vrai que la perception, entre guillemets, de tous les gestionnaires peut être différente de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Donc c'était un peu au travers de ça qu'on a lancé cet observatoire. Parce qu'on s'est dit, à l'époque, quand tu regardais un compte de résultat d'un terrain de camping, d'accord, quand tu rentrais pas dans le détail, tu pouvais pas savoir s'il était bon ou s'il n'était pas bon. Moi, j'ai souvent des gestionnaires qui m'appellent ou des primo-accédants qui m'appellent et qui me disent, voilà, je suis intéressé par un terrain de camping, est-ce que je peux vous envoyer les 2 derniers bilans? Et vous me dites si ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup, d'accord? Ma première réponse, c'est de leur dire, attendez, je suis expert comptable, je sais lire un compte de résultat, je sais lire un bilan, d'accord? Mais si vous m'envoyez que ça, moi aujourd'hui, mon conseil, il peut être biaisé. Parce que la base de tout dans l'hôtellerie de plein air, c'est quand même d'arriver à sectoriser le chiffre d'affaires, d'accord? Pour savoir, à un moment ou un autre, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'on a lancé cet observatoire, donc maintenant ça fait plus de 10 ans, ok,
Alors aujourd'hui, notre observatoire, il est basé sur plus de 300 terrains, hein, comme toi à peu près, plus de 300 terrains de camping, positionnés sur l'ensemble du territoire français. D'accord? Donc, c'est pas seulement la Vendée et la Charente-Maritime et le 44, c'est vraiment toute la France. Ok. Et on a fait un observatoire avec une répartition. Alors, ce qu'on appelle, nous, les campings situés en zone littorale et les campings situés en zone rétro-littorale et campagne. Ok. Et à l'intérieur de cette répartition-là, on a une répartition en fonction du nombre d'étoiles. C'est-à-dire les 1 ou 2 étoiles, les 3 étoiles, les 4 et 5 étoiles. D'accord. Et qu'est-ce qu'on voit? Et l'objectif, c'est quoi? C'est de se dire ben, combien un terrain de camping fait de chiffre d'affaires par type d'emplacement exploité. Parce que vous savez, tu le sais bien, hein, dans un terrain de camping, on a des emplacements nus sur lesquels on va mettre une caravane, une tente. On a des emplacements avec des locatifs, hein, que ce soit chalet, mobil-home. On va avoir des emplacements qu'on va négocier avec des TO, des tour opérateurs, d'accord. Tour opérateurs qui vont venir avec leur mobil-home ou qui vont prendre un emplacement avec un mobil-home du camping. Ou on peut avoir aussi des emplacements avec des résidents à qui on va louer toute l'année un emplacement pour qu'ils viennent installer dessus leur locatif. Et là, bien évidemment, on a des différences de chiffre d'affaires par emplacement qui vont de 1 quasiment à 10. Aujourd'hui, si je te prends un exemple, je sais que par exemple qu'un terrain en zone littorale, allez, on va prendre l'exemple d'un 3 étoiles, si je ressors mes observatoires de l'année 2021, alors qui était un peu biaisé, hein, parce qu'on avait encore un peu d'impact de Covid, parce que la majorité tous les terrains de camping étaient quasiment fermés au mois d'avril, donc on n'a pas pu réaliser sur la saison 2021 une saison complète. Bah, aujourd'hui, j'ai une moyenne de 6 500 € par mobil-home. D'accord. Par mobil-home ou mobil-home chalet. Okay. Alors attention, c'est que des moyennes. Bien sûr. Parce que moi, ça m'arrive souvent, où quand je parle de mes ratios, j'ai en face de moi des gestionnaires qui disent « Ouais, là, vous annoncez 6 500 € de chiffre d'affaires pour un mobil-home. Moi, je fais beaucoup plus. Moi, je fais 8 000 ou je fais 9 000. » Je dis « Oui, sûrement. Sûrement que vous avez des mobil-homes où vous faites 9 000 ou 10 000. Mais n'oubliez pas que vous en avez certains où vous faites 4 000, où vous faites 4 000, 3 500. Et moi, je vous parle d'une moyenne globale. D'accord. Notamment avec les emplacements compris ou du coup les différentes gammes, les propriétaires ou exactement, les parce que dedans, qui sont occupés. Alors, moi, là, je te parlais juste des mobil-homes exploités en propre, d'accord. Mais dans les mobil-homes exploités en propre, bah, tu peux avoir du premium, tu peux avoir du mobil-home bas de gamme, d'accord. Et donc, le niveau d'activité par mobil-home ne sera pas le même. D'accord. Puis après, là je rebondis sur ce que tu es en train de dire, il est évident que par exemple un chiffre d'affaires où il y a un résident, ben là quand tu fais 6 500 € de moyenne sur un mobil-home, ben avec un résident tu vas peut-être lui facturer qu'un loyer de 2 500 € par an. Donc tu n'es pas du tout sur le même niveau d'activité et de chiffre d'affaires. Alors en face il n'y a pas les mêmes charges, hein, on est bien d'accord, hein, parce qu'un résident, tu n'es pas obligé d'acheter un mobil-home. Donc derrière tu n'as pas les mêmes charges. Il n'empêche, aujourd'hui, avoir cette répartition-là, c'est très très important. Parce que c'est le seul moyen pour un gestionnaire ou pour un primo-accédant, quand il analyse une cible à acquérir, c'est le seul moyen de vérifier quel est son potentiel de développement. De se dire, moi je me compare à des ratios, ben, quand BDO annonce que normalement en 3 étoiles en littoral, c'est 6 500 € de moyenne, et que moi je suis qu'à 5 000, ben c'est là qu'interviennent tous les conseils annexes. C'est-à-dire, ben pourquoi j'y arrive pas? Est-ce que j'ai un problème de tarif? Est-ce que j'ai un problème de visibilité sur la toile aujourd'hui? Est-ce que j'ai un problème de site internet qui n'est pas à la hauteur? Est-ce que j'ai un problème de service avec des avis qui sont pas bons et qui, à un moment ou à un autre, ont un impact sur la commercialisation? D'accord. Ça permet, entre guillemets, de se poser les bonnes questions. Alors après, pour finir sur les ratios, parce que j'ai entendu le podcast avec Patrice, quand tu l'as interrogé sur un petit peu sa vision des choses et comment il analysait justement les terrains, où Patrice disait qu'il connaissait mes ratios, qu'il utilisait peut-être des ratios à lui, bien sûr, parce qu'il a beaucoup d'informations par rapport au nombre de sites qui manquent, et parce qu'il trouvait que, et ce sera peut-être j'anticipe peut-être une de tes questions, au niveau de la sectorisation géographique.
au niveau de mes ratios. D'accord? Ah, mais déjà, c'est bien, tu as Atlantique vs, littoral Non, vs rétro-littoral. Ça, exactement. c'est vrai que c'est Et intéressant. ce que je veux dire, c'est que pour les gens qui peuvent, et notre observatoire est téléchargeable sur notre site internet, hein. Les gens qui veulent avoir notre observatoire, il suffit qu'ils aillent sur le site de BDO. Et il y a un onglet hôtellerie de plein air, ils peuvent aller télécharger l'observatoire dedans. D'accord. Ce qui est important pour nous dans notre observatoire, c'est qu'on ne donne pas qu'une moyenne. On donne une moyenne avec une valeur basse et une valeur haute. Bien D'accord? sûr. Ouais. Pour qu'à un moment ou un autre, on puisse positionner un petit peu les choses avec une moyenne, c'est vrai, mais aussi des valeurs hautes qui permettent de voir, parce qu'on sait très bien qu'il y a des zones Potentiel. qui sont beaucoup plus touristiques que d'autres. D'accord? Et moi, avec le recul depuis 20 ans, il est évident que les ratios qu'on sort sont quand même très réalistes, quel que soit l'endroit où on se situe. D'accord. Et alors, au-delà de la géolocalisation, et moi, ce que je me posais comme question, donc rêve-par location, finalement, c'est pas rêve-par emplacement. Est-ce que toi, du coup, tu as un rêve-par location semaine? Moi, j'appelle ça location semaine. Est-ce que tu as un rêve-par emplacement, rêve-par propriétaire, rêve-par propriétaire Alors, ouais, voilà, c'est ça ma question. non. Alors, aujourd'hui, alors c'est sûr, hein, si j'avais le temps et on y réfléchit avec Bruno, on aimerait avoir encore plus de data aujourd'hui, parce que la data, c'est ce qu'il y a de plus important pour justement sortir des orientations. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur notre observatoire, on a ce chiffre d'affaires éclaté par type d'emplacement. Nu, ou je vous donne l'exemple, je te reprends l'exemple du 3 étoiles en littoral. Un emplacement nu, nous, on considère qu'aujourd'hui, il doit faire 1550 euros de chiffre D'accord. d'affaires par an. D'accord? Ok. Quand le mobil-home, c'était 6500, si je prends par exemple un contrat linéaire avec un Théo, d'accord? Nous, on considère si le Théo met son propre mobil-home, on va être de l'ordre de 4500 euros par an. D'accord? D'accord. Un résident, ça va être de l'ordre de 2400. Donc tu vois, on a bien fait une répartition, D'accord. emplacement par emplacement, avec des chiffres d'affaires éclatés par type d'emplacement. Ok? D'accord. Ensuite, par contre, non, pour l'instant, j'ai pas de ratio lié à la saisonnalité en se disant, ben voilà, le chiffre d'affaires qui doit être fait du 15 juillet au 20 août, parce qu'on sait que c'est la grosse période là-dessus. J'ai encore pas l'ensemble de la data nécessaire pour pouvoir le faire, mais on y réfléchit pour faire évoluer bien évidemment nos produits, sachant qu'aujourd'hui, Il y a le on sait Covid. bien qu'il y a des ratios qui existent, qui disent, et je le vis tous les ans, c'est de se dire que de toute façon, les terrains de camping, en grande majorité, réalisent 75% de leur chiffre d'affaires en juillet et en août. Bien sûr. D'accord? C'est véritablement cette vision-là, même si on voit quand même poindre des développements des ailes de saison. Bien sûr. Aujourd'hui, hein, on voit poindre des développements d'ailes de saison, mais ça sera jamais aussi facile à commercialiser que la pleine saison, on est bien d'accord. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Après, sur la partie commercialisation, le souci étant qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, on n'est pas dans une prestation linéaire où on va vendre des articles qui se consomment toute l'année de manière similaire, hormis peut-être Noël, hein, mais c'est vrai que c'est... Et donc forcément sur l'aspect saisonnalité, il y a vraiment une montée en charge. Donc pour la montée en charge, c'est vrai qu'on essaie d'analyser au moins le mois, justement pour piloter. Par contre, c'est vrai que le Covid est passé par là, et donc quand on fait un comparatif N-1, aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez compliqué, notamment en termes de commercialisation, en termes Tout à d'équipement fait. aussi, où les ailes de saison ont été rognées sur les années précédentes. Donc c'est vrai que sur ça, il faut qu'on revienne sur quelque chose d'un peu plus linéaire, même si on reste sur un gros V saisonnier, mais en tout cas sur quelque chose qui est un peu plus normal au niveau de la commercialisation et au niveau de l'équipement sur l'été, même si d'un point de vue chiffre d'affaires, c'est vrai que l'essentiel a été fait, d'autant plus en 2019, enfin depuis Tout à fait. 2019. Voilà. Non, ma question, c'était donc, tu as bien répondu sur l'aspect RevPAR, type de location, enfin en tout cas type d'hébergement. Par contre, c'est vrai que vous êtes un expert comptable, donc vous avez les produits et en face, vous avez les charges. Est-ce que tu n'as jamais pensé à faire une rentabilité par
Je t'explique pourquoi. C'est vrai que par exemple, j'ai un ami qui a un gros camping de résidentiel, par exemple, et qui me Que je dois connaître, je pense. ouais, voilà, tout à fait, et qui me conforte dans le fait que voilà, aujourd'hui la rentabilité avec des résidentiels est aussi importante. En tout cas, ce qui reste en fin d'année, et aujourd'hui, c'est vous ce qui aussi importe. Hein, finalement, c'est bien la course au chiffre d'affaires, et notamment on le voit aujourd'hui avec des commercialisations qui pourraient être à l'extrême, comme des commercialisations type hôtellerie, c'est-à-dire où on rogne les marges de commercialisation, et notamment avoir des coûts d'acquisition qui sont assez importants. C'est ça sur lequel on milite tous pour garder cette rentabilité. Mais toi, aujourd'hui, est-ce que tu as pensé à faire ça, une rentabilité par? Alors, aujourd'hui, alors c'est toujours un peu compliqué, c'est faisable, hein, et ça nous arrive de le faire, un peu d'avoir des rentabilités par emplacement. Euh, Par rapport à ta question, je dirais, ta question, elle ne doit pas seulement être économique. Parce que si on Mm. prend l'exemple des résidents, d'accord, de se dire à la date d'aujourd'hui, je veux que des résidents, parce que j'estime, et c'est vrai, tu n'as que des résidents, tu vas peut-être pas être obligé de faire les mêmes animations que tu fais si tu as une clientèle touristique. Les prestations vont être bonnes, mais tu vas peut-être être moins enclin, si tu veux, à aller chercher le top du top pour Mm. être attirant vis-à-vis des clients, d'accord? Bien sûr. Mais il n'empêche derrière que c'est un autre métier, Mm. parce que tu gères des résidents. Ouais, D'accord? bien Et à un sûr. moment ou un autre, la base de tout au démarrage, et on y reviendra peut-être tout au long de notre intervention, parce que tu me parleras peut-être de mon ressenti sur l'évolution du secteur ou un certain nombre de Ouais. points. Mais la base de tout, c'est qu'est-ce que je veux faire de mon terrain quand je suis gestionnaire? Mm. C'est qu'à un moment ou un autre, est-ce que je veux faire que du résident? Et tout s'entend, hein. Attends, j'ai pas Ouais. d'avis, moi, j'ai pas d'avis négatif par rapport à un positionnement. Le Mm. seul souci, c'est que c'est pas du tout le même métier. D'accord? Aujourd'hui, moi, je pense que beaucoup de gestionnaires se sont lancés dans l'hôtellerie de plein air parce que ils avaient envie de faire vivre à leurs futurs clients comment dire, des instants magiques. D'accord. D'accord? Faire profiter aux gens un moment ou un autre, d'un endroit sympa où les gens qui veulent profiter de leurs vacances, ils viennent. Mm. Avec les résidents, c'est un peu la même chose, hein. On a envie de faire plaisir aux résidents, il y a pas de souci. On n'est pas du tout sur la même philosophie. D'accord? Mm. Par contre, c'est vrai, si on reste sur une vision juste économique, d'accord, à un moment ou un autre, on peut se poser la question de savoir si une activité juste avec des résidents reste plus rentable ou moins rentable qu'une activité avec du locatif, avec des choses comme ça. Oui, c'est ça. Euh, Peut-être la question, et je pense qu'un expert comptable peut répondre là-dessus. En tout cas, voilà, c'est dans ce sens-là où je me pose toujours la question. Voilà, c'est bien de commercialiser, c'est bien de. Mais après, qu'est-ce qu'on a comme charge, et comment est-ce que si on avait une courbe de la commercialisation et des coûts de commercialisation, on va parler aussi selon la taille du camping, hein, parce que aussi hum, il y a une phrase que, dont on va parler juste après, qui est les coûts fixes d'un camping. Mais voilà, si on avait une courbe, est-ce que finalement euh, la courbe de chiffre d'affaires, elle augmente? On pourrait avoir deux courbes, celle des charges sur un camping de résidentiel selon la taille, et une courbe selon si on est un camping de propriétaire, mais après c'est des grosses généralités. Et c'est vrai que ce alors, que tu dis, c'est ça, c'est le point de vue comptable. Et après, et c'est notamment le débat que j'ai aussi avec mon ami, c'est ce qu'on dit beaucoup, le why, hein, c'est pourquoi est-ce que je fais ça aujourd'hui. Et j'ai l'impression exactement. que tu investis beaucoup les gens dans cette réflexion-là, qui est et ça, les personnes qui réfléchissent à ça, récemment, j'ai un gestionnaire de camping qui est très expérimenté qui m'a dit, moi, je veux faire vivre, je veux faire rêver les gens, et j'ai la responsabilité des vacances de C'est X ça. vacanciers l'été. Et quand il a compris ça, il est sur la démarche qualité qui est complètement Tout à fait. complète. Et c'est vrai que voilà, et le why, lui par exemple, enfant, enfin deux enfants, il veut ses week-ends. Après aussi, par exemple, il peut y avoir aussi une logique foncière, hein, aussi les gens ont du mal à se loger, ou en tout cas avoir des logements ou des résidences secondaires, en tout cas par exemple sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc ça aussi, ça peut être une logique qu'il a, et de pouvoir donner l'accès
à un lieu de vie de résidence secondaire sans aller sur des logements qui doivent loger les habitants à l'année. Il y a différentes logiques, hein, ça peut aller jusque-là. En tout cas, voilà, toi, tu te poses cette question-là au-delà de la notion comptable, purement comptable. Ouais. Donc la notion comptable n'est que la conséquence du choix, du why, comme tu dis, d'accord? Dans le sens où, alors ça va influer aussi sur la décision, hein, parce que bien évidemment, si on est capable, à un moment ou à un autre, de déterminer la rentabilité d'un terrain de camping qu'avec du résident, et que ce niveau de rentabilité suffit à la date d'aujourd'hui pour couvrir l'endettement, les charges de structure et la rémunération pour avoir une qualité de vie, il n'y a pas de souci. Derrière, il n'empêche, aujourd'hui, pour revenir donc à ta question sur les coûts, moi je considère aujourd'hui, tu as des charges fixes dans un terrain de camping, ok? Ton terrain de camping, il faut que tu l'entretiennes. Un terrain de camping, il faut que tu l'assures. Un terrain de camping, tu as besoin d'un conseil, d'un expert comptable, tu as besoin, à un moment ou à un autre, de faire un peu de com quand même. Même si tu en fais moins, si tu as des résidents, à un moment ou à un autre, tu as quand même besoin d'avoir ton site internet, d'être positionné par rapport à ça. Donc ça, tous les terrains de camping ont les mêmes charges fixes par rapport à ça. Ce qui va être différenciant, d'accord, c'est d'autres charges, et principalement la masse salariale. Il est évident que si tu n'as que des résidents, tu n'as pas besoin de femme de ménage, tu vas peut-être pas avoir besoin d'animateurs aussi développés, enfin une équipe aussi développée que si tu avais une clientèle touristique normale, d'accord? Et voilà, parce que après, tu as des charges variables, mais qui sont les mêmes, hein, l'eau et l'électricité, que tu aies des résidents ou que tu n'en aies pas, que tu aies que des locatifs propres, tu vas consommer de l'eau et de l'électricité, d'accord? Même si c'est vrai que certains qui ont des résidents aujourd'hui font mettre des compteurs pour faire payer l'électricité aux résidents, d'accord? Donc derrière, je vais revenir au chiffre d'affaires moyen. Quand je te disais tout à l'heure qu'avec un résident, tu fais 2500, 3000 euros de chiffre d'affaires par emplacement, d'accord? Et que quand tu as du locatif, tu fais 6005 de moyenne, d'accord? Il est évident quand même que le supplément de chiffre d'affaires, je te le dis, couvre plus que largement les charges complémentaires engendrées par la décision d'avoir que des locatifs. Et donc derrière, aujourd'hui, moi je reste convaincu qu'il est beaucoup plus rentable aujourd'hui d'avoir des locatifs, d'accord? Mais c'est plus fatigant. Oui, bien sûr. Ça nécessite un investissement personnel plus lourd. Finalement, oui, donc c'est sur ma question, est-ce qu'un camping est fait de coûts fixes, notamment pour, ça c'était aussi l'approche petit camping vs grand camping, est-ce que finalement il y a une courbe de charge mais qui n'est pas du tout linéaire par rapport à celle du chiffre d'affaires quand on augmente le chiffre d'affaires via des revpar qui sont plus importants et le fait de payer une femme de ménage, donc d'avoir des coûts là-dessus mensuels, hebdomadaires pour faire les ménages des locations n'est pas du tout linéaire par rapport au gain de chiffre d'affaires qu'on peut avoir sur la location semaine. Non, bien sûr que non. D'accord. Et il y a un autre chiffre qu'on met dans notre observatoire qui va au-delà des chiffres d'affaires moyens, c'est ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation retraité. Alors c'est quoi l'excédent brut d'exploitation retraité? C'est en gros le cash qui est dégagé par le camping avant qu'il ait payé ses emprunts et ses crédits baux. D'accord? Donc en gros, c'est j'ai encaissé combien de chiffre d'affaires, et il a fallu que je paye combien de charges d'électricité, d'entretien, d'eau, d'honoraires, de frais financiers, de choses comme ça. D'accord? Et ça nous permet d'obtenir ce montant-là. D'accord? Et ça, on a des stats où on le ramène au prix à l'emplacement, enfin à l'emplacement. Et qu'est-ce qu'on constate à la date d'aujourd'hui? Et ça, c'est flagrant. C'est plus on a une activité prédominante en termes d'hébergement locatif, d'accord? Plus le niveau de BE retraité par emplacement est fort. Bien sûr. Ok. D'accord? Tu vois, par exemple, aujourd'hui, un terrain de camping qui est très très bien équipé en locatif, par exemple, qui est équipé à 60% de locatif propre, va être capable peut-être de sortir 4000 euros par emplacement de BE retraité. D'accord. Un terrain de camping qui n'a que des emplacements nus et que des résidents va peut-être se situer aux alentours de 1500.
D'accord. Et D'accord? finalement, c'est aussi lié à la taille du camping aussi, parce qu'en l'occurrence, le camping en question est un gros camping, donc forcément, ça permet d'absorber aussi les coûts fixes, comme tu On disais, est d'accord. C'est vrai, c'est vrai. voilà. Donc finalement, aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que peut-être qu'on peut se permettre d'avoir aussi que du résidentiel, parce que justement, on a une taille qui couvre les coûts fixes qui, eux, aussi ne Mm, sont pas linéaires. Le fait de, mm, comme on disait, moi, c'était l'exemple d'un gestionnaire de camping qui voulait racheter un gros camping, parce qu'il disait, voilà, que quand on paye le musicien, le gars qui vient faire de la guitare, qu'on le paye pour 200 vacanciers ou 5000 vacanciers, on le paye quasiment, en tout cas, voilà, forcément on va le payer un peu plus cher parce qu'on va mettre peut-être un cabaret, donc, mais c'est pas du tout pareil linéaire par rapport aux rentrées d'argent qui font que ben, y a plus de personnes qui profitent de l'infrastructure. Voilà, donc c'est amorti mm, sur plus de vacanciers et de chiffre d'affaires. Donc tu confirmes peut-être ces deux aspects. Ouais. tout à fait. Tout à fait. Non, pour moi, c'est flagrant. Mais comme je te dis, il y a le côté financier des choses, mais il y a le Hmm. côté humain. Ouais. T'es pas sans ignorer que c'est un métier, et c'est pour ça que tous les deux, je pense, on l'aime. C'est que c'est un métier où on a des gestionnaires qui aiment les gens, qui aiment leur vie, qui aiment faire plaisir à leurs clients, si tu veux. Et donc, des fois, alors là, je parle plutôt des plus petits terrains. À un moment ou un autre, ben, le côté financier, je dis pas qu'il est secondaire, parce qu'il est loin d'être secondaire. Il est loin d'être secondaire. Mais il n'est pas forcément la panacée pour un certain nombre de gestionnaires. D'accord? Ce qu'ils ont envie de vivre, à un moment ou un autre, c'est vivre leur rêve d'avoir un terrain de camping, d'accord? Et que ça se passe bien et sereinement. Vient après le côté financier, où bien évidemment, il faut quand même que ça dégage du cash de façon suffisante pour réussir à gagner sa vie et rembourser ses prêts. Parce que la base de tout, sur la décision par exemple de mettre des résidents, où on peut accepter, entre guillemets, euh, peut-être d'avoir une rentabilité peut-être un petit peu moindre, Hmm. d'accord? Ben, tu peux le faire quand tu n'as pas forcément des niveaux d'emprunt qui sont très élevés. Et Hmm. des fois, c'est Ouais, l'endettement bien sûr. que tu as mis en place au démarrage quand tu as acheté le terrain, bah, Ouais. qui t'amène, entre guillemets, à être obligé d'aller chercher du chiffre d'affaires. Hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et là aujourd'hui, c'est vrai qu'on en vient sur le fait que mais il y a aussi des néo-gestionnaires. Toi, tu fais des projets et des plans de financement, enfin des prévisionnels pour des reprises de camping, et forcément, tu viens pas panacher peut-être la- l'offre pour aller chercher forcément un niveau de rentabilité qui permet de couvrir aussi le coût d'un camping. On va y venir. Et deuxième point aussi, je pense que tu conseilles ça aussi sur l'aspect euh, justement, on parlait de panache, de faire un panachage parce que la diversité aussi permet aussi de. C'est toujours bon d'avoir la diversité dans son offre locative pour aussi peut-être essuyer les risques, hein, parce qu'on parle des résidentiels, mais quand il y a eu le Covid, je pense que les personnes qui avaient des résidentiels qui leur avaient payé C'est sûr. les loyers, ben, c'est très positif. Donc ça aussi, je pense que la diversité de pouvoir répondre à l'ensemble des demandes permet aussi un bon équilibre. Tout à fait. C'est un des facteurs aussi, hein, je suis d'accord avec toi. C'est Mm. qu'à un moment ou un autre, quand on veut chercher de la sécurité, ben, on prend certaines options. Et c'est vrai qu'à la date d'aujourd'hui, la partie résident ou la partie tour opérateur, quand tu dois Mm. commercialiser tes propres locatifs, hein, d'accord, sont des décisions qui peuvent amener une certaine sécurisation, entre guillemets, de l'activité. Mm. Il n'empêche, derrière, il ne faut pas ignorer ce à quoi on s'engage. Bien sûr. Et qu'on ne change pas du jour au lendemain une destination ou l'exploitation d'un terrain de camping. Et quand on met le pied dans une décision, il faut en comprendre toutes les conséquences, d'accord? Et tout ce que ça peut amener derrière. Parce que derrière, ça me permet juste de rebondir par rapport à ça. Tu sais, moi, on le disait tout à l'heure, moi je travaille beaucoup sur la prospective. Mm. D'accord? Je considère qu'aujourd'hui, il faut avoir une vision moyen-long terme. Ok? Ouais, tout à fait. Les choix stratégiques que tu vas prendre aujourd'hui, d'accord? Par exemple, de te dire, je veux pas, euh, je, je veux gérer le terrain de camping peut-être avec un peu plus de tranquillité, et c'est vrai que le résident m'apporte ça, Mm. d'accord? Mais la première conséquence, en faisant ça, c'est que dans 5, 7, 8 ans, quand je voudrais vendre mon terrain de camping, Mm. ben, mes choix stratégiques auront un poids sur la valorisation de mon terrain. Ouais.
Parce que je ne pourrais peut-être pas le vendre au même niveau Mm. que si j'avais décidé de faire différemment au démarrage. Oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est pareil. C'est un choix. Mais il faut connaître les conséquences de ces Mm. décisions. Et Ouais. c'est ça qui est important et c'est ça que j'essaie d'apporter. C'est de se dire à un moment ou à un autre, moi, je suis contre rien du tout. Maintenant, je vous donne les, les conséquences qui pourraient intervenir suite à vos choix. On est OK, on n'est pas OK. On y va, on n'y va pas. C'est juste ça. Tu vois, Mm. je suis pas là pour imposer, je suis pas Ouais. là pour dire parce que je connais bien le secteur, faut faire comme ça. Et les chiffres me montrent que. Non, Ouais. je pense qu'à un moment ou à un autre, c'est un mixte de tout. Oui, c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai qu'on sent, alors tu es un homme de chiffres, quelqu'un qui est expert comptable et qui peut justement analyser avec aussi un recul sur un panel qui est représentatif et un recul sur le métier qui te permet d'avoir une vision 360 sur les possibilités. Mais derrière, c'est là où je pense ta force, hein, c'est le côté empathie, voilà, vraiment l'empathie envers le projet de vie, la réflexion et ne pas imposer notamment des standards qui sont aussi voilà, les gens forcément ils se comparent, il y a des tendances, il y a mais à part qu'il n'y a pas de solution absolue, hein, et notamment via le projet de vie des gestionnaires. Mais c'est vrai que toi tu as vraiment cette vision à 360. Moi, Ouais. excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Je trouve, et je pense que c'est ton rôle aussi, tu le vis comme ça, toi aussi, parce qu'on se connaît quand même un petit peu. Je pense que notre rôle, à la date d'aujourd'hui, c'est de piquer un peu les gestionnaires, Ouais. en leur disant, voilà, je pense que vous êtes moyen, qu'il y a des actions à mettre en place pour aller chercher mieux. Mm. Mais à un moment ou à un autre, on n'est pas là non plus pour forcer la main aux gestionnaires et qu'à un moment ou à un autre, on aura toujours des gestionnaires. Alors je parle peut-être sur les plus petits terrains. Ben, tu auras toujours des gens qui, à un moment ou à un autre, seront à la recherche juste du plaisir d'être gestionnaire Ouais. de terrain de camping, quoi. T'es d'accord avec Ouais. moi ou pas sur ce... Ben, tout à fait, oui. C'est vrai que justement, là, c'est aussi ne pas être que dans la rentabilité. En tout cas, voilà, c'est être à l'écoute et questionner les personnes sur leur projet de vie. Et ça, c'est ça qui est très intéressant. Après, les piquets, c'est vrai que par rapport à un projet, des fois, ben, voilà, nous, on les bouscule sur d'autres choses, sur le fait que voilà, d'avoir des sites performants. Et par exemple, le personal branding, c'est le fait, en ce moment, on milite pour que les personnes remettent de l'humain et de l'émotion sur leur site internet. Et on se bat pour ça, pour qu'ils créent du contenu qui soit présent, voilà, et pas que dans l'opérationnel, hein. Donc il y a plein de sujets comme ça, sur lesquels des fois, il faut un petit peu bousculer. Mais en tout cas, toujours avec la bienveillance et l'empathie que je te connais. Et donc, c'est ça qui est très intéressant quand on t'écoute. Voilà, on a parlé beaucoup de chiffres, mais derrière, tu viens pondérer en disant c'est bien, mais il y a un projet, il y a une individualisation de la relation et du projet de vie de chaque gestionnaire. Et c'est là où je trouve que tu es très fort. Et, Ça et, marche. pour terminer, et pareil, je sais qu'on est en face tous les deux, je reviens sur le point de piquer quand même un petit peu les gestionnaires, c'est que on est dans un secteur où à un moment ou à un autre, les choix d'investissement sont très importants, Ouais. nécessitent des niveaux de financement qui sont très lourds, et par méconnaissance ou par un peu stress personnel, on a un certain nombre de gestionnaires qui ont peur d'avancer et Mm. qui ont peur à un moment ou à un autre de mettre les budgets qu'il faut pour tirer vers le haut leur terrain de camping. Et là, par contre, aussi notre rôle, et moi je le prends comme ça, hein, mon rôle à la date d'aujourd'hui, c'est quand même donner la capacité au gestionnaire de voir qu'il peut le faire Mm. et que ça va marcher, quoi. Et qu'à un moment ou à un autre, même s'il va se mettre 100 000 euros d'emprunt supplémentaire sur le dos, si la décision elle est bien prise, la stratégie elle est bien posée, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas derrière. Et ça, nous, en tant que toi, comme moi, comme d'autres intervenants sur le secteur, c'est notre rôle. C'est à un moment ou à un autre de Mm. rassurer, d'accord, pour dire les choses, elles sont faisables. Par contre, en face de la décision, il faut mettre des actions en place. Mm. Oui, Voilà, parce que... et c'est là où justement dans le précédent épisode que tu as fait avec Benjamin Renou de plein air, hein, d'ailleurs je vous encourage à aller voir cet épisode qui était très riche et qui était plutôt sur la partie financière, gestion de la trésorerie que tu avais fait. À ce niveau-là, c'est vrai que j'en ai ressorti que tu conseilles beaucoup les gestionnaires de camping d'investir. Et là, comme tu le dis, souvent on a toujours...
quand on est la tête dans le guidon, je pense, en tout cas quand on est dans notre terrain de camping, et ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup, c'est le fait d'être un petit peu seul et de ne pas toujours avoir ce recul sur la profession. Toi tu l'apportes aux gestionnaires de camping, et c'est vrai que tu as tendance à dire attention, et là c'est justement une belle transition vers l'évolution du marché, comment se maintenir à niveau sur la qualité de prestation que l'on apporte. Voilà, toi c'est vrai que tu conseilles d'investir, en tout cas d'être dans le game et de continuer à ne pas se reposer sur ses lauriers, chose qu'on peut dire finalement le camping c'est toujours le camping, c'est toujours un terrain de camping où on loge des personnes, mais derrière toi tu viens conseiller et dire attention, il faut que votre produit évolue au fil du temps et au fil de l'offre des confrères. Voilà. Ouais. Alors, comment dire? Alors, contrairement à ce que tu viens de dire, je ne suis pas toujours là pour dire faut investir, faut investir. Ouais. Je suis toujours là pour dire assurez-vous que votre prestation et ce que vous êtes capable d'apporter à vos clients soit toujours à la hauteur de l'évolution du marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je considère que l'hôtellerie de plein air est vraiment à la croisée des chemins, d'accord? Et on le sent bien, il y a, comment dire, un niveau qualitatif qui est en train de monter. Il y a une vraie montée en gamme aujourd'hui des différentes structures. Tu parlais de ton client qui te disait qu'il voulait faire vivre quelque chose d'extraordinaire et donc il fallait que qualitativement ça soit top, d'accord? Mais je pense que ça doit être le leitmotiv de tous les gestionnaires aujourd'hui. Alors, à leur niveau, d'accord? Parce qu'il est évident qu'un terrain de camping de 70 emplacements n'aura jamais 4 toboggans et un parc aquatique à 3 millions d'euros. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, c'est peut-être sûrement pas la prestation qu'il doit offrir, d'accord, à ses clients. Par contre, derrière, investir, oui, pour se mettre à niveau et tirer la prestation vers le haut. Mais l'investissement, il n'est pas seulement que matériel. C'est pas juste, à un moment ou un autre, de dire je vais acheter, j'ai aujourd'hui 20 mobilhomes et je vais me racheter 2 mobilhomes premium à 40 000 balles pièce. Ben moi, le conseil que je vais donner à mes clients, ok, pourquoi pas, tu me dis ça, ouais, ok. Mais tu es sûr que l'offre que tu donnes aujourd'hui va te permettre de commercialiser dans de bonnes conditions du premium alors que tu n'en faisais pas avant? Il y a des questions à se poser sur le positionnement. Et donc, le matériel ne fait pas tout. Et moi, je considère aujourd'hui qu'il y a des vraies obligations d'investissement dans l'immatériel. Et l'immatériel, c'est quoi? Ben, ça va être la commercialisation. Ça, c'est sûr. C'est incontournable. Si un gestionnaire est, a fortiori, un primo-accédant qui ne connaît pas le secteur, n'a pas compris qu'il doit investir sur les matériels, il prend un risque énorme de ne pas atteindre ses objectifs. Pour moi, c'est une évidence. D'accord? Mais l'immatériel, ça va au-delà de ça. Ça va dans l'idée de dire, ben, peut-être qu'il va falloir que j'investisse un peu de fonds pour faire peut-être venir quelqu'un sur mon terrain pour réfléchir à mon positionnement stratégique, à l'idée de se dire, ben, qu'est-ce que je dois faire pour que l'expérience client que je vais donner va être au top de chez top. D'accord? Donc l'investissement, il n'est vraiment pas que matériel. C'est un ensemble de choses. Et en conclusion, je dirais que les gestionnaires doivent obligatoirement avoir une vision de se dire qu'est-ce que je vais faire de mieux pour être différent de mon copain qui est juste à côté. Parce que le risque de tout aujourd'hui, c'est quoi? Depuis quelques années, tout le monde disait, et c'était vrai, parce qu'on le voyait dans les chiffres, il y a un tassement des marges. Il y a un tassement des marges. Pourquoi? Parce que les mobilhomes, on les achète le plus cher, on les achète de plus en plus cher. Les coûts de structure, de masse salariale augmentent, d'accord. Avec l'inflation, ça va être encore de pire en pire. Ça, c'est sûr. Tassement de marge, d'accord. Donc derrière, ce tassement de marge venait aussi par des politiques tarifaires qui étaient pas forcément très bien pensées de la part d'un certain nombre de gestionnaires qui, à un moment ou à un autre, ne savaient pas adapter leurs tarifs, comment dire, à la fréquentation qu'ils peuvent avoir tout au long de l'année. Ok. Donc certains se sont dit, bah ouais, donc je vais mettre du premium, par exemple, puis je vais me mettre des tarifs vachement plus élevés. Ça répondra pas au problème. Hein. Ça répondra pas au problème, ou que partiellement.
Parce qu'à un moment ou un autre, ok, je vais tirer les tarifs vers le haut parce que je sais que les 15 premiers jours d'août, je remplis à 100% mes locatifs, donc je mets un coup de pression sur les tarifs. Sauf qu'à un moment ou un autre, si ma prestation elle n'est pas bonne, ben, je vais avoir un retour négatif de mes clients, hein. Mm. Et derrière, je peux avoir une difficulté les années suivantes à assumer une politique tarifaire que techniquement, je n'étais pas capable d'assumer dans le service. Mm. Tu comprends un peu mon raisonnement? Oui, bien sûr. De toute manière, c'est ce qui m'avait aussi interpellé, hein, et c'est vrai que le mot expérience client est hyper intéressant et je me l'étais noté parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir une expérience unique pour le client, moi je résume souvent avec le concept store, hein, c'est qu'il a l'impression de vivre quelque chose atypique. Ça aujourd'hui, et quand tu parlais d'immatériel, c'est aussi alors des investissements aussi qui sont pas que le terrain, c'est-à-dire pour venir à l'extrême, c'est j'achète un mobil-home pour faire du chiffre d'affaires. Et tu avais donné une notion aussi qui est les investissements générateurs de chiffre d'affaires vs les investissements non générateurs de chiffre d'affaires qui vont être la communication, mais qui vont aussi être sur la qualité de service. Aujourd'hui, quand on veut faire du premium et qu'on a des ménages qui ne sont pas à la hauteur, hein, de la propreté des structures, directement le coup de bâton vient assez systématiquement. Et donc aujourd'hui, monter en gamme là-dessus sur l'ensemble de la prestation en faisant vivre quelque chose, et ça revient sur un principe, comme je disais tout à l'heure, sur lequel on est assez fervent défenseur, c'est l'aspect... à un moment, en tout cas, je l'ai senti comme ça, les groupes sont arrivés avec des gros parcs aquatiques et tout le monde a voulu se comparer à ces parcs aquatiques. Donc c'était, il faut que je fasse absolument ma piscine avec 3 bassins, avec 2 toboggans, etc. Même si j'ai 70 emplacements, alors qu'aujourd'hui on sent vraiment que tous ces campings, et quand on parle d'investissement immatériel, ça peut être aussi l'investissement des gestionnaires de camping, c'est-à-dire l'énergie qu'on va donner au quotidien à sourire, à accueillir, à transmettre de l'émotion à nos vacanciers. Et aujourd'hui, c'est vrai à préparer les vacances de ses clients. Rien que ça. Il y a un moment ou un autre, tu es dans ton camping, tu es gestionnaire, tu connais ton environnement local. L'ancrage local est primordial. Si tu connais ton ancrage local et tu es capable, dans ta communication, de proposer une expérience locale, c'est-à-dire, c'est pas seulement, moi je le dis souvent, hein, c'est pas seulement de dire à ses clients, ben, allez à l'office du tourisme au coin de la rue et vous allez voir tous les dépliants de tout ce qu'il va y avoir à faire autour. C'est pas ça pour moi l'expérience client. L'expérience client, c'est un moment ou un autre, ben, j'arrive dans un endroit que j'ai choisi, une zone géographique que j'ai choisie, parce que peut-être que je la connais pas, mais qui n'est pas le mieux placé que le gestionnaire pour essayer de faire découvrir tout ce qu'il y a autour. Et comme je suis petit et que j'ai pas les moyens, entre guillemets, d'être un camping-club où je vais garder mes clients à l'intérieur, au restaurant, à la salle d'animation ou choses comme ça, il faut que je fasse autre chose. Oui, tu t'appuies sur toute la qualité de service des autres. Mais c'est un peu comme, par exemple, souvent, alors je vais me jeter des fleurs, mais en tout cas, quand on propose un bon partenaire, du coup, aussi, on devient, c'est une qualité de service que l'on propose et c'est l'offre globale. Et ça, c'est vrai que toi, tu as cette approche, hein, de valider des expériences pour tes clients. Et aujourd'hui, quand on est gestionnaire d'un camping et que du coup on arrive à les conseiller pour en tout cas leur faire vivre de belles vacances, c'est vrai que finalement on a gagné une grosse partie de la réussite de leurs vacances. Ils ont passé un bon moment, ils sont partis à l'Acrobranche qui est un super Acrobranche, etc. Et ça, c'est vrai que cette énergie quotidienne des gestionnaires qui ont j'ai fait un podcast sur Laurence et Frédéric, je trouve qu'ils résument parfaitement cette énergie immatérielle parce qu'ils ont une gouache d'enfer. Et pour moi, quand les gens, et c'est la première des choses, quand j'ai des personnes, des néo-gestionnaires qui arrivent, je leur dis qu'est-ce que vous avez comme projet, d'où vous venez, et si je sens une énergie, je suis sûr que ça va super bien marcher parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent, du lien humain, du lien social. Bien sûr, c'est primordial. D'accord. Mais merci pour tous ces éléments, Olivier. On va peut-être finir sur l'évolution du marché. Comme toi, tu l'as vu, on en a déjà pas mal parlé. Du coup, on peut passer sur l'aspect saison. Toi, comment s'est passée cette saison actuellement? Et puis, quand même, on reviendra sur comment tu vois le marché à 5 ans. Donc, la saison, comment s'est-elle passée pour commencer par ça? Alors,
Bon, mais comme tu as dû le sentir, toi aussi, au travers des visites sur les sites internet, c'est plutôt très très bien passé. D'accord. Très très bien passé, sauf qu'elle n'est pas linéaire. Aujourd'hui, c'est vrai que tous les campings sur le pourtour atlantique et le pourtour méditerranéen, d'accord, ont fait, en règle générale, une année extraordinaire. D'accord, c'est D'accord. vraiment une année extraordinaire. Euh, à l'intérieur des terres, il y a des zones où ça peut être un peu différent. Ça Mm. reste bon, d'accord? Ça Ouais. reste bon, mais c'est peut-être pas aussi exceptionnel dans certains endroits que ça l'est sur la côte atlantique et sur le pourtour méditerranéen. On sent bien de toute façon que l'attraction de la mer vis-à-vis des clients est quand même très très présente. Et ce Mm. qu'on avait senti sur les années 2020 et 2021 Covid, où on avait une réorientation d'une partie de la clientèle sur la montagne ou des choses comme ça, elle se conforte, mais moins qu'on avait pu le sentir, par exemple, l'année dernière. Enfin, moi, c'est mon ressenti à la date d'aujourd'hui. Donc, très, très bonne année, D'accord. qui pour moi s'explique par deux éléments. Je ne sais pas si tu vas partager mon avis. Un, on a toujours, on est toujours dans la queue de Covid, entre guillemets, avec des clients qui avaient toujours envie énormément de partir et qui avaient pris la décision depuis quelques temps, parce que les réservations ont quand même démarré assez vite et assez vite très bien Mm. par rapport à ça. Donc on a cette clientèle française qui Mm. était, euh, qui était toujours très très présente et toujours très très intéressée pour venir. Pour cette clientèle, ce qui s'est passé en Ukraine et finalement l'inflation a au démarrage pas eu trop d'impact, sauf peut-être, je pense, sur la deuxième quinzaine de juin et la première quinzaine de juillet, parce Mm. on a quand même pas mal de terrains de camping qui ont eu cette période qui s'est aplatie un petit peu par rapport à ce qu'on avait connu sur l'avant-saison. Donc ça, Mm. c'est mon constat. Et très bien marché, bah aussi par le retour des étrangers, quoi. Mm. Faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, les étrangers sont revenus, ce qui a permis quand même cette année, on va battre les records en nombre de nuitées, hein. J'étais avec Nicolas Daillot hier, on en parlait. Ouais. On va être au-dessus 130 millions de nuitées, sachant qu'il ne faut pas oublier que 2019, qui était le summum du nombre de nuitées, on était à 129 millions. D'accord? D'accord. Ok. Donc on va exploser, non, on va pas exploser en nombre de nuitées, mais Mm. on fait beaucoup mieux. Donc c'est plutôt très bien. Donc la saison est plutôt pas mal. Bon, par contre, après, si on parle un petit peu de ressenti de mes clients sur l'activité en tant que telle, en dehors du chiffre d'affaires, Ouais. ben, la gestion du personnel, très très compliquée. D'accord. D'accord. Beaucoup de problèmes pour recruter. D'accord. On sait que trouver des femmes de ménage aujourd'hui, c'est vraiment très très compliqué. Trouver des salariés intégrés volontaires, ben, c'est pas simple. D'accord. Mm. Donc ça, c'est une vraie difficulté qui amène une fatigue extraordinaire pour les gestionnaires. D'accord. Parce qu'ils doivent compenser à un moment ou à Mm. un autre. Ouais. C'est plutôt pas mal. Bon, D'accord. au bout du compte, bon, pour l'instant, on n'a pas, bien évidemment pas fait les bilans, mais mes projections me font penser qu'on va sortir quand même des très bons bilans. Et Mm. comme l'année dernière, en 2021, on avait sorti des très bons bilans, alors non pas grâce à l'activité, mais plus par rapport à toutes les aides, bah, finalement, on se retrouve avec, je pense, on va être sur une année qui va être plutôt très très bonne. Et pour revenir sur la partie RH, comment tu l'expliques ça? Bon, après, c'est tout un sujet. Je pense qu'il faudra qu'on développe un podcast là-dessus, hein, Ouais. sur les différentes générations de Euh, travailleurs. Et voilà. Bon, en deux mots, t'as une analyse là-dessus? Bah, je pense que sur certains postes, hein, les femmes de ménage, c'est des postes qui sont difficiles hein, quand même Hmm. aujourd'hui. Donc physiquement, même s'il y a eu des efforts de fait hein, dans l'aménagement des mobilhomes pour que le ménage se fasse plus facilement, ou Hmm. un certain nombre de points, mais il n'empêche que ça reste des métiers un peu compliqués, pas forcément hyper bien valorisés dans l'image, Ouais. d'accord? Donc derrière, bah, c'est sûr que ça peut être un peu compliqué de trouver des personnes qui ont envie se lancer là-dedans. Je trouve ça dommage parce que bon, je pense qu'il y a vraiment des postes à pourvoir qui sont intéressants derrière. Il y a sûrement une remise en cause aussi à avoir des gestionnaires pour peut-être mieux valoriser ces postes. Il y Hmm. a des réflexions à Ouais. avoir. C'est sûr Ouais. qu'aujourd'hui, j'ai pas de solution. Hmm. Aujourd'hui, hein, j'ai pas de solution à apporter par rapport à ça. Hmm. Mais c'est une vraie réflexion. Il y a ça. Et le deuxième point, où dans certaines régions, on est vraiment confronté à ça, c'est que tu as le problème du recrutement, puis après, tu as le problème du logement des salariés, quoi.
des Ouais, tout à saisonniers. fait. Ou derrière, tout ça amène des contraintes parce que il y a plus d'appartements disponibles, parce que tout le monde met en Airbnb. Donc les gestionnaires qui arrivaient à louer Hmm. des appartements pour la saison, c'est fini. Donc tout ça, c'est des contraintes, c'est vrai, c'est des contraintes Hmm. complémentaires. Euh, c'est pas nouveau, hein, ça fait 2 3 ans qu'on ressent ça. Mais c'est vrai que c'est difficile. Oui, donc ben, justement par rapport à ça, on essaiera d'avoir un prochain épisode de podcast sur cette notion RH avec soit avec un gestionnaire de camping qui met des solutions innovantes en place, soit peut-être avec quelqu'un qui a l'habitude de ces problématiques RH Tout à fait. générationnelles, voilà tout ce que tu as Et évoqué. là, je pense que dans tes futurs invités, tu pourras convier Gilles Fourou, euh, parce que dans sa structure, il fait du recrutement, il fait un certain nombre d'éléments et il étudie les fiches de poste dans les terrains de camping. Et je pense que ça peut être quelqu'un D'accord. qui peut être très intéressant sur cette vision-là. Merci Olivier. Quel conseil autre pourrais-tu nous donner? On arrive à la fin du podcast, mais voilà, des choses qu'on n'aurait pas évoquées, notamment aussi sur la partie est-ce que tu conseillerais à des nouveaux gestionnaires de camping de se lancer dans l'aventure? Et pour ceux qui se lancent, quels conseils tu leur donnerais pour optimiser leur terrain de camping et bah, du coup faire de la croissance et surtout se faire kiffer, comme on dit, dans la gestion d'un terrain de camping? Alors, moi, je considère aujourd'hui, alors pour accompagner tous les ans une quarantaine de repreneurs potentiels, moi, je leur conseille aux gens qui ont vraiment envie, qu'on, euh, les gens qui aiment les gens et qui ont envie de Mm. transférer ça sur une entreprise personnelle, c'est sûr Mm. qu'investir dans l'hôtel de plein air, je ne peux que le conseiller, d'accord? Par contre, c'est D'accord. sûr, c'est pas une sinécure. C'est une évidence à la date d'aujourd'hui. Euh, c'est pas une sinécure, pourquoi? Parce que c'est un métier où on travaille énormément. Mm. Alors, contrairement à certains peut-être a priori ou idées préconçues plutôt, qui pensent que un gestionnaire ne travaille que 6 mois dans l'année, c'est véritablement pas le cas. Et il y a un investissement humain qui est très très lourd, d'accord, Mm. avec des capacités de rémunération au démarrage qui sont souvent assez faibles. Mais, D'accord. mais quand même, à partir du moment, et c'est là le seul frein, et je pense qu'avec Patrice, tu en avais parlé un petit peu, le frein qui existe pour se lancer dans l'acquisition d'un terrain de camping, c'est l'apport initial Mm. Ouais. aujourd'hui. Et malheureusement, c'est vrai que quand vous avez moins de 300 000 euros de disponibles à mettre sur la table, il est quand même assez compliqué. Je ne dis pas que c'est pas faisable, mais il est quand même très très compliqué aujourd'hui d'acheter un terrain de camping. Mais si vous avez les moyens, à la date Rentable. d'aujourd'hui, hein, Interne- tout à fait. interne- ouais, parce qu'après, il faut aussi, on n'a pas parlé, mais l'aspect rentabilité au niveau de l'exploitation pour qu'il y ait au moins deux personnes qui puissent en vivre au quotidien. Et voilà, et justement, on parlait des coûts fixes, que ça puisse être viable. Eh ben, aujourd'hui, moi je considère, si c'est un petit peu ta question sous-jacente, il est évident qu'en l'état actuel du marché, si on achète un terrain de moins de 50 emplacements, pour l'exploiter, comme sont exploités aujourd'hui les terrains de camping de 50 emplacements, c'est Mm. pas viable. Mm. Ou tout du moins, vous allez jamais vous rémunérer pendant 15 ans, D'accord, d'accord? Et quasiment pas avoir d'intérêt économique à la sortie. d'accord. Ok. Donc c'est vrai que moins de 50 emplacements, c'est difficile à visualiser. Mm. Sauf, et c'est un des challenges d'ailleurs de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air aujourd'hui, c'est réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire évoluer des tout petits terrains, par Mm. exemple sur de l'insolite. Ouais, ouais, tout à Parce que fait. là, ça peut être des sources de revenus beaucoup plus importants. Mais bon, en dessous de 50 emplacements, c'est quand même très très compliqué. D'accord. Entre 50 et 70, ça va être quand même très dur. Mm. D'accord? Moi, je considère que c'est à partir de 70 emplacements qu'on peut commencer à penser, amener des développements qui vont faire que vous allez pouvoir vous rémunérer et à la sortie, si vous gérez le développement, aller chercher de la plus-value et donc économiquement y trouver un intérêt majeur. En D'accord. gros, c'est ça. Mm. Mais derrière, en dehors de ces considérations économiques, Mm. si vous arrivez en plus à vous faire accompagner, parce que là c'est primordial, hein, on achète, derrière, les primo-accédants ne sont pas des spécialistes de l'hôtellerie de plein air. Donc moi, mon conseil premier, mais allez chercher des spécialistes.
Allez chercher des spécialistes sur les sites internet, sur le référencement, sur du yield management, sur des accompagnements pour l'aménagement des réseaux d'assainissement, si on a un problème dessus. Faites pas les choses tout seul parce que c'est complètement moins cher. Il faut avoir des spécialistes à côté de vous. C'est pour ça que des gens comme toi, on est un petit milieu, on se connaît tous un petit peu dans le secteur de l'hôtellerie de plein air, mais on sait bien qui aujourd'hui est en mesure d'apporter de la valeur ajoutée, entre guillemets, pour développer un petit peu la chose. Donc voilà un petit peu ce que je voulais rajouter, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler encore pendant 2 heures. Et comme je suis un gros bavard, je pense que je vais sortir de ton timing prévu pour le podcast. Après, oui, je le savais, j'ai encore des questions, mais que je me garde sous le coude. Et voilà, j'essaye de le concentrer autour de l'heure, même si moi, mon podcast, justement, je souhaite que ce soit des discussions assez profondes pour justement rentrer plus en profondeur sur les sujets, parce qu'on aurait pu s'arrêter au fait qu'est-ce que tu fais BDO aujourd'hui comme accompagnement, mais c'est pas l'idée, c'est essayer de redéfinir et d'avoir une analyse assez profonde sur le métier que tu nous as livré avec passion. Donc je t'en remercie beaucoup Olivier. Et justement Olivier, à qui tu penses pour un prochain podcast? Alors, il y a plein de gens hyper intéressants dans le secteur de l'hôtellerie plein air et qui ont plein de messages à faire passer. Donc je t'ai parlé tout à l'heure de Gifourou, je pense pour la partie RH. Il y a une autre personne que je trouve vraiment très très intégrée dans le milieu d'hôtel et plein air au travers de ses outils, c'est Manuel Mirabel de C'est Ouvert, parce que je pense qu'il a vraiment beaucoup de choses à dire sur sa vision de l'hôtel et plein air. Pour moi, je pense qu'il serait incontournable que tu puisses inviter Nicolas Daillot, le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, parce que c'est quelqu'un qui a ça au fond de lui et tu bois ses paroles et à un moment ou à un autre. Et en plus, on peut lui dire, lui et son équipe au niveau de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, un grand merci. Parce que si l'hôtellerie de plein air a pu passer le Covid avec tout ce qu'elle a pu obtenir en termes d'aide, sincèrement, on doit lui tirer un grand coup de chapeau. Donc c'est quelqu'un de très intéressant. Puis je terminerai, si tu veux avoir quelqu'un qui peut avoir une vision un peu plus financière, c'est d'avoir un banquier, d'accord. Et c'est vrai que j'en connais un qui est un peu particulier, qui s'appelle Marc Bouhéry de la Caisse d'épargne, d'accord, qui ne fait quasiment aujourd'hui que de l'hôtellerie de plein air et qui a une vraie vision développement mixée avec sa vision banquier et financement. Et donc, ça peut être aussi très intéressant, quelqu'un qui peut être aussi très intéressant, je pense, dans tes podcasts. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Justement, Manu, on s'est parlé hier par rapport à un prochain épisode du podcast. Nicolas Daillot, bien entendu, c'est prévu. Et un banquier, c'est vrai qu'on pourra parler de la partie justement apport, critères de sélection pour financer un camping. Donc, je te remercie et on revient sur la dédicace à Nicolas Daillot. C'est vrai que maintenant, on sent que c'est vraiment dynamique au niveau des institutions publiques, au niveau même des médias. Donc merci, on sent que ça bouge dans le bon sens à tous ceux qui s'investissent sur l'HPA. Et merci à toi Olivier pour cet épisode qui a été très riche. Et je te dis à très vite, notamment au salon Atlantica prochainement à Niort. Moi, écoute, c'est moi qui te remercie d'avoir pensé à moi pour t'inviter, pour parler de ce super métier qu'on adore tous les deux. Et on est là pour faire progresser tout le monde et c'est top. Merci, à bientôt Olivier. Salut. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux ou nous classer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous à la piscine autour d'un Geek Tonic.